Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la bulle. Vous le savez, on dépense beaucoup d'encre pour savoir c'est une bulle, c'est pas une bulle. Pour certains, c'est une bulle déjà depuis 10 ans. Chaque année, ils nous répètent sans cesse que c'est une bulle. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est la peur de perdre. En fait, tout ça, c'est véhiculé par la peur et on va écouter évidemment tous ceux qui nous disent à chaque fois que ça va se casser la figure de 20-30%. Hein. Vous avez des spécialistes, bien entendu, des gourous spécialistes qui vous expliquent ça et évidemment, au bout d'un moment, ils finiront par avoir raison. Et le jour où ils ont raison, derrière, ça leur donne une notoriété pendant une décennie. Et ils se plantent, évidemment, ils continuent de se planter derrière. C'est toujours pareil, on a beaucoup d'exemples. Évidemment, dire que ça va monter, en fait, ça intéresse vraiment personne. Ce que les gens, là où ça intéresse les gens, c'est de savoir quand est-ce que ça va se casser la figure pour évidemment éviter de perdre de l'argent. Et donc, on a toujours peur quelque part de perdre. Et donc, forcément, on va être beaucoup plus attiré par les scénarios alarmistes, etc. Mais ça, c'est une notion de psychologie, hein, c'est pas nouveau. Et donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, est-ce qu'on est en bulle? Pourquoi on a envie de savoir si on est en bulle? Parce qu'en fait, on a envie de savoir si on est en bulle, c'est que ça va nous faire un krach boursier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les bulles durent bien plus longtemps que vous ne le pensez et elles sont plus durables et donc on peut être dans un marché en bulle mais qui reste en bulle pendant des années. Je l'avais déjà dit sur plusieurs vidéos déjà depuis certainement quelques années, puisque chaque année on parle de bulles. Hein. 2016, il a fallu expliquer pourquoi on n'allait pas avoir un crack et au contraire on allait pouvoir remonter. 2017, pourquoi c'était pas une bulle. 2018, pourquoi c'était pas une bulle également. 2019 encore plus, pourquoi c'était pas une bulle. Et alors là, on atteint le niveau, le summum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment sont construits les marchés. Parce que regardez ce graphique-là, j'ai ressorti ce graphique. On peut, et je ne vais pas rentrer dans les arguments pour expliquer qu'il y a une bulle. Il y a une bulle sur certains secteurs d'activité, il y a une bulle sur certaines valeurs. Mais pour autant, ces bulles-là, elles sont déjà présentes depuis de nombreux mois. Et pour autant, les valeurs ont continué de grimper. C'est juste pour vous faire comprendre que finalement, savoir si on est dans une bulle ou pas, ça ne nous avance à rien. Potentiellement, en fait, ça va nous faire des erreurs. Parce que si on pense qu'on est dans une bulle, alors on a peur du krach boursier, on a peur de perdre. Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe les ailes à nos trades, on coupe les actions qui fonctionnent. Et en effet, elles ont beau être dans des hausses exponentielles, on sait très bien qu'on finira par avoir un prorata, mais rappelez-vous, les retournements de marché, les retournements de tendance ne se font pas du jour au lendemain. Vous avez toujours un premier prorata qui est acheté et qui permet de construire la figure. Et c'est quand on casse cette figure par le bas qu'on peut se mettre en place, que peut se mettre en place un retournement de marché. Rappelez-vous également que tout ça, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Greenspan, en 1996, on était ici. En 1996, donc on le voit, on était ici, disait que le marché était dans une exubérance irrationnelle. Le crack, quelque part, n'intervient que 4 années plus tard. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que si on a peur de la bulle, si on a peur du crack, on coupe potentiellement nos positions et on sort du marché trop tôt. Et en fait, on a une perte d'opportunité. Et ces pertes d'opportunité, croyez-moi, peuvent être bien plus importantes que les pertes éventuelles que vous prendriez sur les marchés si vous étiez resté en position et que vous avez pris le crack. Parce que le crack, mis à part 1987, que l'on voit ici, où vous avez le crack du jour au lendemain, mais qui est lié essentiellement à les premiers robots de trading, les premiers logiciels de trading qui faisaient tous du suivi de tendance et qui étaient tous paramétrés de la même façon. Donc en fait, on a surtout un crack qui est lié à une erreur humaine, qui est une erreur de programmation à un moment donné. Et c'est à partir de ce moment-là, on a appris des erreurs et on a commencé à diversifier et à mettre des sécurités. Et à diversifier les stratégies également dans les différents robots. Mais quand tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, quand le marché fait consensus, vous pouvez être sûr et certain que vous allez vous prendre un prorata dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est de comprendre les différences justement entre des corrections de marché qui peuvent être brèves mais intenses pour des signes noirs, des éléments externes, et puis savoir prendre du recul sur la tendance de fond, savoir prendre du recul justement sur la tendance de long terme. Et ce qu'il faut bien se dire donc du coup, c'est que savoir si c'est une bulle ou pas, en fait, ça vous fera
plus souvent du tort. Parce que croyez-moi, vous allez trouver un paquet de personnes qui vont vous dire c'était facile de savoir quand est-ce qu'il fallait vendre en 2001. C'était facile de savoir quand est-ce qu'il fallait vendre en 2007, 2008 et donc de prévoir que ça allait être le crack. Non, toutes ces personnes-là, c'est toujours la même chose. En 2011, elles vous ont dit j'ai un signal de vente, il faut vendre, ça va être le crack. Ça n'a pas été le crack. Il y a eu le signal de vente, vous avez eu la correction de marché et derrière on est remonté. 2013, même chose. 2015, même chose. 2017, même chose. 2018, également, même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir un signal, graphiquement, un signal fondamentalement qui va vous indiquer en effet qu'on est dans une correction de marché et qu'on a un signal de vente. Mais on ne sait pas si ça va se transformer en crack, on ne sait pas si ça va se transformer en retournement baissier de la tendance de fond des indices actions et donc se transformer vraiment en un cataclysme boursier. Et tout ça, évidemment, ça prend du temps. Hein. Les cataclysmes boursiers ne sont pas du jour au lendemain, sauf signe noir, bien entendu, comme on a eu le Covid. Mais ça c'est quelque part des erreurs statistiques, c'est des choses qui arrivent assez rarement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, du coup, c'est que il faut éviter de voir dans tout signal de vente de court terme le début du crack. On n'en sait rien. On ne peut procéder que par étapes. C'est-à-dire que quand on est dans le feu de l'action, que vous cassez un niveau de support, et il y en a eu, et vous pouvez le voir si vous êtes en bourse déjà depuis un an et demi, vous avez eu beaucoup de cassures de support qui vous faisaient craindre le pire. Et donc, il faisait tout le monde reparler de crack, etc. Sauf qu'on est revenu sur un niveau de support, on a rebondi, on a relancé la hausse. Et ça, c'est ce qu'il faut bien se dire, c'est-à-dire combien de corrections vont se mettre en place sur lesquelles vous allez voir le signal de vente et vous allez décider de tout vendre parce que vous avez peur du crack, qui vont finalement se transformer en de belles opportunités d'achat et de retournement du marché. Et donc, quel est, à chaque fois que vous prenez ce type de décision-là, le gain à côté duquel vous passez? On ne parle pas de protéger les gains, on parle du gain qu'on ne prend pas parce qu'on a peur du marché, on se retire du marché. Et parce qu'on croit que dès qu'on casse un support, ça y est, c'est le crack qui arrive. Un petit matin, bien entendu, ça sera en effet le niveau sur lequel il fallait vendre et qui délimitait la passation du marché en crise, en mode crack, etc. Mais on peut le savoir réellement qu'à posteriori. Vous aurez de très bons bouquins qui seront publiés dans 2, 3, 4 ans qui vous expliqueront comment c'était facile de savoir quand est-ce qu'il fallait vendre, que là, quand on avait cassé tel niveau, c'était le niveau auquel il fallait vendre. Mais vous ne saurez jamais, quand on casse un tel niveau, il faut vendre, oui, mais derrière, on ne sait pas jusqu'où le marché peut arriver, jusqu'où le marché peut corriger, jusqu'où le marché peut se retourner. Et puis surtout, quand on est dans des crises normales, qui ne sont pas des crises de signe noir, vous avez toujours des rebonds techniques. Ces rebonds techniques durent plus longtemps que la baisse. Les baisses sont plus rapides, plus violentes que les montées. Mais ces montées-là, qui sont des rebonds à l'intérieur d'une tendance baissière, sont quand même des choses intéressantes à trader, qui durent souvent des semaines, quelques mois. Et ça vous laisse la place quand même pour pouvoir trader. Donc c'est aussi une notion de savoir quel est son profil, quel est son horizon de placement. Et donc c'est là où je veux en venir quelque part, c'est de vous dire, bulle ou pas bulle, on s'en fout. Oui, vous avez des hausses exponentielles, donc oui, en effet, il faut se préparer à l'inattendu. Oui, il faut gérer son risque, gérer la taille de ses positions, ne pas se surexposer. Mais en aucun cas, si jamais on venait à casser des supports, derrière, il faut prendre les jambes à son cou et dire, moi, la bourse, j'y touche plus. Il faudra attendre, procéder par étapes. On ne saura pas, et on ne saura qu'à posteriori pour dire, ah oui, en effet, le jour où on a cassé ce niveau de support-là, c'était le jour où on entamait le crack. De la même manière qu'on le dit pour 2007, on dit tel niveau, c'était le niveau où on lançait le crack, de la même façon qu'on le dit en 2001, en mars 2001, quand on avait cassé tel niveau, c'était le début du crack. Mais quand vous êtes dans le feu de l'action, tout ce que vous voyez, c'est une cassure de support. Et croyez-moi, si ce que vous voyez à chaque fois qu'on casse un support, c'est le début d'un crack, eh ben, vous allez énormément louper d'opportunités et vos performances à long terme vont en pâtir. Donc le but, c'est de ne pas anticiper. Et le but, c'est justement d'être prudent, mais de ne pas anticiper le crack tous les 4 matins et à chaque fois que vous avez la moindre baisse. Sinon, vous êtes en panique, vous vendez tout et derrière, vous avez du mal à vous remettre sur le marché. Ça aussi, c'est psychologique. Donc du coup, je vais revenir sur ce graphique ici. Et je vais revenir sur ce graphique ici puisqu'il pose le problème d'une autre façon.
Et il dit, alors pour savoir si on est en bulle ou pas, la dernière fois où on a eu des bulles de marché, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des performances qui étaient quand même exceptionnelles sur plusieurs années. Et la bulle des bulles, hein, c'est celle des années 2000 évidemment. Mais en fait, elle a commencé à partir de 95, même avant. Les années 90 ont été magnifiques. Et ce qui est intéressant, donc sur cette ligne jaune, ça vous donne la performance annuelle. Et donc on voit que quand vous êtes dans une bulle, vous avez plusieurs années avec des performances exceptionnelles. Ce qui veut dire que si, et Greenspan avait dit dès 96 que c'était une exubérance irrationnelle. Donc vous voyez en gros que si vous sortez trop tôt, même quand tout le monde parle de bulle, éventuellement vous loupez énormément de performances. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de se dire, attention, méfiance quand même, parce qu'en 2007-2008, on n'avait pas de bulle sur le marché. On avait là aussi des bulles sur secteur, des bulles qui étaient plus sur des valeurs value, qui étaient plus sur les banques, sur l'assurance, etc., sur les foncières, donc on avait des bulles qui étaient plus ciblées. Mais le marché dans son ensemble n'était pas en bulle, en tout cas si on comparait au niveau de valorisation, ce qu'on fait habituellement, mais si on comparait également les niveaux de performance, on était très loin des niveaux de performance qu'on avait pu atteindre dans les années 2000. Et pour autant, on a eu notre krach boursier, on a eu également notre récession. Et depuis les 10 dernières années, on le voit, on a eu une très forte réaction dans les années 2010-2011, donc en très fort rebond, puis après on s'est calmé, et en fait ce que l'on voit, le rouge, donc c'est moi qui rajoutais le dessin, le graphique en rouge, parce que ce qui m'intéresse, c'est de dire, on est à un moment où vous voyez, donc sur les 4 dernières années en tout cas, on n'a pas arrêté de parler de bulles. Mais là aussi, ce que l'on voit au niveau des performances, c'est qu'on n'est pas dans un marché en bulle. On parle des performances du S&P. Donc on n'est pas à des niveaux de performance où l'ensemble du marché est en bulle, comme on pouvait le penser dans les années 2000. On est là aussi sur des poches qui sont en bulle, donc certains secteurs, certaines valeurs. Et potentiellement, donc, pour vraiment parler d'une bulle du marché, il faudrait casser par le haut de la même manière que quand on avait cassé en 1996, par le haut ici, c'était le début. Le moment où on parlait de bulle, en fait, c'était le début de la bulle. Et là, de la même manière, si on veut réellement que le marché rentre en bulle, et dans son ensemble, eh ben, vous voyez, il va falloir casser cette oblique descendante ici. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des consolidations, des corrections intermédiaires éventuellement, mais il faudra casser ce niveau-là pour que l'ensemble du marché soit en bulle. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas se casser la figure, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de krach boursier, de récession, ce que vous voulez. Vous voyez qu'en fait, ça ne veut absolument rien dire. C'est ça qui est pour moi intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, etc., chacun va prendre un graphique, une stat, un truc, et lui faire dire ce qu'il a envie de lui faire dire. Et on est complètement biaisé en permanence. Ici, ce que ça doit bien vous faire dire, c'est tout simplement vous dire que le marché dans son ensemble n'est pas en bulle, mais également vous faire poser la question. Quand je parle du marché, je parle d'un indice. Quelle est cette illusion de l'indice? L'indice, il est composé de quoi? L'indice, aujourd'hui, il a des pondérations de certaines valeurs qui sont en bulle, mais la majorité qui ne sont pas en bulle. C'est le S&P, ce n'est pas le Nasdaq. Et on sait que les bulles sont essentiellement sur des valeurs technologiques. Et si on regarde dans les années 2000, on avait une toute autre pondération. Les valeurs qui font le S&P aujourd'hui n'étaient pas les mêmes valeurs qui faisaient le S&P dans les années 1990-2000. Donc là aussi, il faut faire attention à ce qu'on compare. On va comparer des niveaux de valorisation, on va comparer des niveaux de prix également d'indices, mais à l'intérieur de l'indice lui-même, les titres ont changé, les secteurs d'activité ont changé, les pondérations ont changé. Donc c'est là aussi où il faut faire un pas en arrière et se dire, est-ce que ce que je suis en train de comparer et ce sur quoi je suis en train de baser des décisions n'est pas finalement une illusion d'optique, puisque je suis en train de comparer des pommes et des patates, parce qu'aujourd'hui mon marché n'est plus le même que ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'ai plus les mêmes pondérations, hein. Ici, c'était essentiellement des valeurs de croissance et des valeurs technologiques, donc, avec qui ont formé la bulle. Ici, on a eu un rebond des valeurs value, c'est toujours la même chose, c'est psychologique. Quand vous avez pris une énorme baffe, c'est ce que j'appelle la mémoire du marché, quand vous avez pris une énorme baffe sur le cycle d'avant, sur les valeurs technologiques, et ben, dans le cycle d'après, ce que vous allez acheter en règle générale, vous n'allez pas revenir sur les valeurs technologiques, vous allez revenir sur les valeurs value, les valeurs défensives, vous allez essayer de vous rassurer, et donc aussi
pour des raisons de remontée des taux, etc. Je ne rentre pas dans les fondamentaux, mais ça a été la grande époque des valeurs value. Et les valeurs value, on les trouve essentiellement en Europe, au Japon aussi, mais c'est là où on a pu commencer à avoir la surperformance, notamment de l'Europe. Et puis, vous prenez une crise et une grosse baffe sur les valeurs value, et les valeurs sur lesquelles vous commencez à revenir derrière, vous voyez, c'est à nouveau un cycle qui recommence à être de la tech. On parle beaucoup de la bulle des énergies vertes. Il faut savoir qu'en 2006, moi j'ai déjà vécu une bulle des énergies vertes à l'époque. Donc c'est la bulle des biotechnologies également. En 2005-2006, vous aviez déjà une première bulle de valeur biotechnologique. Vous en avez eu une autre également dans les années 2011-2012, et puis on a eu éventuellement, il y a eu une autre poussée sur les années 2013-2014. Donc ça aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des bulles qui sont également très ciblées, mais aussi qui sont très ciblées dans le temps. Et puis, c'est pas parce que derrière vous avez votre prorata et la bulle éclate éventuellement que ça emporte l'ensemble du marché. Donc ça aussi, c'est important dans tout ce discours de savoir c'est une bulle, c'est pas une bulle, de faire attention à ce qu'on compare justement. Et pour moi, pour avoir une vue nette, c'est de rentrer dans le détail des indices et de vous regarder les graphiques des grosses actions, des grosses pondérations qui font les indices. Par exemple, sur le CAC 40, c'est le luxe qui fait les grosses pondérations. Et donc, c'est ça que vous devez regarder pour vous dire, est-ce que je suis en danger sur cet indice-là ou pas? Et de la même manière, je veux dire, vous avez toujours des valeurs quand on est en bulle, vous avez toujours des valeurs qui vont performer, et quand ces valeurs en bulle vont faire leur prorata, vous allez aller retourner sur des valeurs qui sont plus défensives à ce moment-là, et etc. Et c'est un système de vase communicant. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce graphique-là, que je voulais revenir sur le grand débat, est-ce que c'est une bulle, c'est pas une bulle, et de dire que ça sert strictement à rien, si ce n'est à vous biaiser l'esprit, et finalement à vous faire prendre de mauvaises décisions. Donc tenez vos plans, tenez vos plans spécifiques sur vos actions, et potentiellement, de toute manière, que l'on soit dans une bulle ou pas, on s'en fout. Que l'on finisse par casser des supports également, on s'en fout. Parce que là, évidemment, casser le support, ça vous dira juste, c'est là où je dois être plus vigilant. Mais ça ne vous dit absolument pas, c'est le début de la fin. Non, on n'en sait rien. Alors il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, oui, c'est le début de la fin, et dans 3 ans, on verra qu'il avait eu raison, et donc il fera le mariole derrière pendant 10 ans, et se plantera pendant 10 ans. C'est exactement ce qui s'est passé depuis que je suis beaucoup plus actif sur les marchés. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 2010. À chaque fois, on voit les mêmes gourous qui vous expliquent à chaque cassure de support qu'on va se taper moins 30, moins 40%. Et à chaque fois, c'est une opportunité d'achat. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut se dire. Et puis à un moment donné, ils finiront par avoir raison. Mais pendant 10 fois, en fait, ce qu'il faut bien se dire, et je pense que c'est le mot de la fin, c'est en gros, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. En gros, si j'ai un portefeuille de 100, si à chaque fois je ne panique pas à croire au crack, que je ne coupe pas les ailes à mes trades, je vais arriver à un portefeuille de 200. Et donc quand je vais finir par me prendre le vrai crack dans la figure, etc., mon portefeuille va descendre à 150. Si jamais à chaque fois j'écoute les gourous, j'ai à chaque fois peur de la bulle, du crack, du machin, mon portefeuille est à 100, je vais monter à 110, 120, puis je vais sortir complètement du marché. À chaque fois qu'il y aura une cassure de support, etc., je vais avoir peur, donc je vais sortir du marché. Donc je vais rester à 110, 120. Donc l'idée, c'est de reprendre Peter Lynch et de se dire qu'il y a bien plus d'argent qui a été perdu sur le marché en anticipant le crack que dans le crack lui-même. Donc, et de se dire qu'on finalement on gagne plus d'argent à continuer à voir des opportunités dans chaque baisse, dans l'inefficience du marché, dans la volatilité. Je vous parle souvent de la volatilité comme d'un risque. C'est un risque court terme pour celui qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça va le faire tilter, ça va lui faire peur, la volatilité à court terme. Mais c'est également, pour celui qui sait ce qu'il fait, le vecteur de l'inefficience du marché et du coup la façon dont on va profiter des excès à la hausse et à la baisse pour pouvoir battre le marché. Pour pouvoir battre le marché, vous devez être meilleur que la moyenne. Pour être meilleur que la moyenne, vous devez être dans la capacité de pouvoir profiter des inefficiences du marché. Si le marché est efficient, ça veut dire que vous ne pouvez pas le battre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire mieux que le marché si le marché est efficient. Vous n'avez jamais un coup d'avance. Quand le marché est inefficient, il est inefficient dans sa vue court terme, qui fait des excès à la hausse ou à la baisse, c'est là où vous pouvez profiter justement de prix bas grâce à la panique et de prix haut grâce à l'euphorie. Et c'est là que vous allez choper la performance qui va vous permettre de battre le marché durablement. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo globalement. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider dans ce débat bulle, pas bulle, qui pour moi ne rime strictement à rien. Et donc vous faire prendre un petit peu de perspective également sur votre gestion
et votre portefeuille. Voilà, comme d'habitude, j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker, les partager également, ça fait plaisir et puis ça motive à continuer à vous faire ces petites vidéos comme ça. Partagez également la vidéo, vos avis dans les commentaires et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Salut les graphes.